ici, nous avons abordé de manière très transverse des sujets de passage à l'échelle, des sujets de gestion des ressources humaines, des sujets autour de la digitalisation des entreprises et des outils, des sujets autour de la marque, de la culture d'entreprise, de l'impact environnemental. Et là, je crois qu'on s'est donné le challenge aujourd'hui de rentrer sur quelque chose un peu plus dans le dur, un peu plus activable, avec un peu plus de tips, de do et de don't clairs sur le thème du jour, qui est comment vendre ses produits sur le marché malgache, quelle stratégie, quels canaux et quelle mise en œuvre. On espère sincèrement, moi je l'espère en tout cas, qu'au-delà de l'ouverture d'esprit habituelle qu'apportent ces masterclass, vous en ressortirez avec des outils et des méthodes, des astuces pour, si vous êtes entrepreneur, mieux vendre vos produits, mieux les concevoir aussi également, je pense que Bertrand en dira un mot, mieux les vendre, mieux communiquer dessus, et puis pourquoi pas si vous êtes distributeur, avoir des tips sur comment trouver de meilleurs produits. Voilà, donc je suis vraiment ravi d'animer cette masterclass, merci à tous de nous suivre en ligne. Comme d'habitude, la rediffusion de la masterclass sera disponible à la fois sur la chaîne Facebook du Startup Programme Mitsir et également sur la chaîne YouTube de Miracab, sur laquelle vous pouvez retrouver beaucoup de ressources techniques et générales autour de l'entrepreneuriat. Voilà, sans plus attendre, je vais présenter nos 3 intervenants du jour. Donc Miangal, qui est la directrice commerciale et marketing de la laiterie Mamniain. Bonjour Miangal. Bonjour, bonjour à tous. Bertrand Garde, qui est le directeur général des magasins U à Madagascar. Bonjour à tous, on dit Bertrand Gardès, mais à part ça, c'était assez ça. Merci Bertrand, désolé. Et Houssen Mebobali, qui est le directeur général de Malacas et qui nous a rejoint aujourd'hui depuis Tuléar. Bonjour Houssen. Écoutez, avant de rentrer dans les questions et l'échange, je vous propose de vous présenter, de dire qui vous êtes, et puis de présenter aussi votre entreprise, ses problématiques, et puis le premier lien avec notre thème du jour et la façon dont vous souhaitez l'aborder. Miangal, je te propose de démarrer. Oui, merci Emmanuel. Je m'appelle Miangal Djapanas. Je travaille dans la grande distribution depuis 12 ans maintenant. J'ai commencé en tant qu'animatrice de vente dans les grandes surfaces. Ensuite, dans ma carrière, j'ai commencé à enchaîner des postes au niveau de la vente et le marketing de quelques sociétés de grande distribution à Tana. Depuis octobre 2023, je suis devenue directrice commerciale et marketing de la laiterie Mamniain, une entreprise 100% malagasy fondée par monsieur Serge Rangiamaïvassou, qui est un entrepreneur très passionné par le métier du lait intirabé. La laiterie Mamniain est une société qui est spécialisée dans la production et la vente de produits laitiers. Nous sommes présents dans particulièrement tous les canaux de distribution à Madagascar. Donc, nous faisons aussi bien du B2B à travers des CHR que nous approvisionnons quotidiennement et aussi du B2C via le circuit traditionnel que nos distributeurs fournissent tous les jours. Et nous commençons à explorer aussi le marché du modern trade, c'est-à-dire les grandes surfaces et les stations-service aujourd'hui. On vient tout juste de commencer. Et enfin, nous possédons une chaîne de 9 points de vente situés dans les plus grands centres commerciaux de Tana. Présent sur le marché depuis 8 ans et deuxième plus gros acheteur de lait dans la région Vaknakarach. La laiterie Mamniain aujourd'hui, en quelques années, est devenue leader sur le marché du fromage à Madagascar et nous comptons bien le rester à travers les différentes actions d'innovation qu'on va apporter sur le marché.
Nous travaillons avec un réseau de 800 éleveurs aujourd'hui qui nous fournissent du lait quotidiennement. Et nous avons une usine qui transforme aujourd'hui plus de 8500 litres de lait par jour. Compte tenu de la dynamique qui se met en marche aujourd'hui autour du marché de la grande distribution, je suis particulièrement ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger avec des professionnels comme Monsieur Gardès et aussi Houssen, de faire un partage d'expériences et de bonnes pratiques aussi. Et je serais ravie aussi d'apporter des conseils aux entrepreneurs qui nous regardent sur la stratégie ou tout ce qui va s'en suivre durant cette masterclass. Merci. Merci beaucoup Myangal, et je crois que le dialogue entre la directrice commerciale et marketing qui a à cœur de placer ses produits le mieux possible et son acheteur, son réseau de distribution qui lui a, j'imagine, à cœur de les vendre le mieux possible va être passionnant. Bertrand, est-ce que tu veux te présenter et nous dire un mot de tes fonctions et de la façon dont tu souhaites aborder le thème du jour ? Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Moi, je suis d'abord très honoré d'avoir été invité dans cette initiative que je trouve moderne, rafraîchissante et intéressante pour tout le monde. Donc, merci Emmanuel, merci Myangal, merci Houssen. C'est amusant parce qu'effectivement, je vous connaissais tous avant cette initiative. Je suis donc Bertrand Gardès, je dirige depuis 2 ans maintenant les magasins U à Madagascar, suite au rachat par le groupe Abibo et Malik Karmali de la chaîne Shoprite qui souhaitait donc se recentrer sur son marché domestique. On a à Madagascar une dizaine de magasins, 7 autour d'Antananarive et 3 en Provence. Et évidemment, le fait que je sois le moins ancien dans le grade le moins élevé fait que je vais absolument pas vous donner réellement d'éléments directs de comment vendre ou distribuer vos produits à Madagascar. La chose que je vais essayer de vous amener, c'est ce que je vois depuis 2 ans dans ma relation, dans notre relation avec des fournisseurs, aussi bien de grands industriels de l'agroalimentaire que des PME productrices ou productrices transformatrices de produits. Si j'ai fait ce métier de distributeur, puisque je suis distributeur depuis quelques années, j'ai travaillé pour au moins une demi-douzaine de grandes enseignes, en général françaises, mais pas seulement. J'ai travaillé en France, mais aussi au Mexique, et au Brésil et en Belgique et maintenant à Madagascar. C'est une connaissance assez fine du client final, c'est-à-dire du consommateur. Et c'est ça que je peux essayer de vous amener aujourd'hui avec un message qui va marquer un peu tout ce que j'aurai à vous dire. C'est une citation qui dit « Le client n'a pas besoin de vérité, il a besoin de cohérence ». Alors, ça ne veut pas dire qu'on ment au client, bien sûr, jamais, mais le client détectera immédiatement les incohérences dans le positionnement prix, dans le positionnement marketing, et instinctivement, de manière presque animale, le client déteste l'incohérence. Ça l'inquiète, et dans ses actes d'achat, la chose que le client final va rechercher, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, toute incohérence va le choquer comme une fausse note dans une symphonie. Vous pouvez ne pas du tout être musicien et pour autant vous détecterez la fausse note. Les clients ne sont pas tous des spécialistes de nos métiers de l'industrie agroalimentaire, de la production, etc. Ils ne sauront pas tout sur la production de nos produits, ils ne le demanderont pas, mais par contre, ils détecteront instinctivement et instantanément l'incohérence de positionnement marketing, de prix, de conception, de marque, et ils deviendront non-acheteurs à partir de cette incohérence. Il faut en être tout à fait conscient. Voilà, moi, la vision que j'essaierai de vous amener dans cette masterclass.
C'est passionnant et on voit bien que ça ne va pas s'arrêter loin de là à comment vendre ses produits dans les magasins U, mais plutôt à une réflexion très très en amont et en même temps du coup très très en aval parce que je pense que c'est une itération entre la stratégie et les réalisations en permanence sur finalement le produit en tant que tel, la marque en tant que telle et les différentes caractéristiques de ce produit et de cette marque et la façon dont on aborde ces marchés. Ça va être passionnant. Euh, Houssen, on revient sur le produit. Et là, pour le coup, c'est le produit, puisque je crois que Malakas fabrique un produit de qualité dont Malakas est extrêmement fier. Je te laisse nous dire un mot de ton histoire, de celle de Malakas et des thèmes que tu souhaites aborder aujourd'hui. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Pareillement, merci. C'est un vrai plaisir aujourd'hui d'être intervenant pour cette masterclass. Euh, Merci à toi Emmanuel, et merci à ton équipe, merci à l'équipe Mitir. Alors moi je suis Houssen Mebobali, je suis fondateur en fait et directeur général de Malakas, une entreprise dans la transformation de manioc à Tuléar qu'on transforme en farine de haute qualité. Je suis aux côtés de Miaracap et aux côtés de Insan Group pour cette aventure, pour cette belle aventure. Euh, c'est très, très intéressant pour moi aujourd'hui d'être intervenant pour cette masterclass parce que j'ai vraiment aujourd'hui une approche d'un nouveau produit, comme Emmanuel, tu l'as souligné. Ça fait un an qu'on commercialise nos produits. On a démarré notre commercialisation en janvier. On a démarré par un marché B2B, c'est-à-dire le marché des professionnels. On va aujourd'hui bien distinguer, hein, parce que vendre ces produits dans un marché, il faut vraiment distinguer sur quel marché. Est-ce qu'on veut aller vers les professionnels ou est-ce qu'on veut s'adresser aux distributeurs comme Bertrand Gardès, qui représente aujourd'hui Super U. Donc voilà, aujourd'hui, il faut qu'on distingue tout ça. Et aujourd'hui, je vais vous apporter vraiment la vision d'un jeune entrepreneur qui met ça fait un an qu'on distribue nos produits. Et les conseils que j'ai à vous donner, c'est surtout sur le positionnement, sur quel positionnement votre produit, vous voulez avoir pour votre produit, quel est le consommateur final que vous visez, quelle est la cible clientèle que vous visez aujourd'hui. Et c'est en ayant toutes ces connaissances de votre produit que vous allez vous adresser au marché. Et le marché est très segmenté en fait. C'est soit, comme je vous ai dit, le marché des professionnels, où vous vous adressez directement aux usines ou à des entreprises qui utilisent votre produit comme intrant, ou à des distributeurs qui s'adressent à vos consommateurs finaux. Donc en fait, il faut vraiment connaître le positionnement, il faut vraiment connaître les avantages de vos produits, connaître vos produits jusqu'au bout pour que le distributeur, un Super U, il s'intéresse à vous et il s'intéresse à mettre vos produits dans les rayons. Donc voilà, pour moi, ça sera vraiment cette vision d'une entreprise malgache, d'un produit malgache de qualité qui se démarque dans le marché local et qui veut être distribué dans le marché local. Donc, je pense qu'on est nombreux aujourd'hui dans mon cas. Donc, je serais ravi aujourd'hui d'échanger avec vous sur ce sujet. Merci beaucoup, Emmanuel. Et d'ailleurs, dont on pourra se poser la question à un moment, enfin le thème du jour et qui, à mon avis, intéresse une grande partie de nos auditeurs est celui de la distribution malgache, mais dont on pourra se poser à un moment la question de savoir si ce produit est un produit à destination du marché malgache. Anyway, on abordera la question, j'espère, tout à l'heure. Avant de rentrer dans la partie, merci beaucoup déjà d'être avec nous et de ces présentations et de ces introductions très claires. On va parler de stratégie, on va parler de produits, on va parler de cohérence. Je comprends qu'on ne va pas se limiter aux canaux de distribution. Moi, j'aimerais bien quand même avoir un panorama. On a la chance aujourd'hui d'avoir le dirigeant d'un des principaux réseaux de distribution euh, physique de grande surface du pays euh, et une directrice marketing et commerciale qui a expérimenté à travers ses précédentes expériences, dont il sera utile de dire un mot, les différents canaux de distribution du réseau malgache, parmi lesquels celui que tu appelles le modern trade, sur lequel je crois que Bertrand pourra débattre de savoir si c'est vraiment ça le modern trade. Voilà. Euh, et
Est-ce qu'on peut faire un panorama, et peut-être en commençant par Bertrand, euh, finalement des différents canaux de distribution à Madagascar, de leur poids relatif et de leur dynamique relative. Euh, Si tu te sens de te lancer là-dessus, je pense que ça serait très utile. Je vais essayer de faire appel à mes souvenirs de patron de supply chain. Bon, clairement, Madagascar est un grand pays, une grande île, avec une population d'à peu près entre 28 et 30 millions de Malagasy, répartis de manière assez inégale dans le pays. Et clairement, tous les Malagasy n'ont pas accès aujourd'hui naturellement aux mêmes canaux de distribution par la force des choses. Clairement, il y a des ruraux et des urbains. Il y a des urbains de grandes villes et des urbains de petites villes. Euh, la grande distribution, toute enseigne réunie, va peser sur le marché domestique de Madagascar à peine 10%. Et d'ailleurs, effectivement, compte tenu de l'évolution, ça faisait très longtemps qu'on ne m'avait pas qualifié de modern trade, la grande distribution étant dans certains pays plutôt un mode de distribution assez ancien. C'est à peu près 1960, le boom de la grande distribution, qui a été lancé par l'envie de consommer de la classe moyenne et un envie de consommation effrénée, sans doute à l'époque exacerbée par les lendemains de guerres plus ou moins mondiales. Donc, modern trade à Madagascar, parce que plus récent, tout simplement, et ne pesant encore que 10%. Dans certains pays, effectivement, c'est plutôt le digital qui serait qualifié de modern trade. Le poids du secteur traditionnel, sur lequel je ne suis pas un très bon connaisseur, je pense que Myangan sera bien meilleur que moi sur le sujet, représente effectivement 90% du marché domestique. Et je pense en plus qu'il est, même dans sa fonction traditionnelle, assez différent. Il y a sans doute des réseaux effectivement très bien organisés. Certains industriels sont eux-mêmes très bien organisés pour la distribution de leurs produits. D'autres vont faire ça au travers de très grands grossistes qui eux-mêmes sont très bien organisés par capillarité et vont réussir à diffuser les produits, je dirais, dans la profondeur du territoire malgache. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de cas de figure différents dont je ne serais pas capable de parler, Myangal. Je vais me défausser vers vous. Euh, je dirais aujourd'hui que sur le marché malgache, euh, on peut trouver deux circuits de distribution bien distincts, hein. Si on prend la logique des sociétés de grande distribution, enfin la majorité des sociétés qui existent à Madagascar, donc les chiffres d'affaires sont répartis sur deux principaux axes, qui est le circuit traditionnel qui est représenté par les grossistes, les distributeurs, puisque la majorité des Malgaches, en fait, ont encore tendance à faire leurs courses dans les marchés. Et du coup, on a des distributeurs un peu partout en ville. Il y a des sociétés qui fonctionnent avec des partenariats, c'est-à-dire qu'ils choisissent des distributeurs pas nombreux, hein, mais on va dire les meilleurs, en fait, avec qui ils confient vraiment l'ensemble de leurs références pour les dispatcher un peu partout. Et ensuite, ce qu'on qualifie de modern trade, désolé tout à l'heure, Monsieur Gardès, mais c'est plutôt le circuit que représente l'ensemble des grandes surfaces, par exemple. On peut retrouver aussi les CHR, oui, les stations-service et les mini-markets qui sont en train de, de naître aujourd'hui. On en voit un peu partout. Donc voilà les, ce qu'on appelle les deux principaux circuits de distribution que l'on peut trouver à Madagascar. Alors, vraiment, en y réfléchissant, moi, j'en rajouterais volontiers un troisième,
dont on parlait tout à l'heure, parce qu'en fait, vous le connaissez bien, c'est le circuit de distribution direct de l'industriel. C'est-à-dire que la majorité des industriels PME ou grands groupes ont commencé leur vie en produisant quelque chose. Alors, chez vous, ça doit être le cas, mais dernièrement, alors, est-ce qu'on peut citer des marques, Emmanuel? On a le droit, j'espère On que l'a vous le fait, prendrez pas mal. on l'a fait ici, donc j'ai pas de difficulté avec ça. Bon, bah, je sais pas, dernièrement, je croisais par exemple les gouvernants et les dirigeants de la société Caudal. Bah, Caudal, à un moment, ils ont produit de la conserve, de légumes, de fruits, de la confiture, et même à une époque d'ailleurs beaucoup d'autres choses. Et ils les ont naturellement commercialisés dans une boutique qui était à côté de l'atelier ou de la fabrique ou de l'usine. Et beaucoup de fournisseurs commencent naturellement comme ça. Et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Vous avez un réseau de boutiques. Et alors, c'est la démarche naturelle euh, qui se révèle assez rapidement limitée dans son volume. Donc, on cherche autre canaux. Et c'est là que peut commencer le problème. Et ce sujet de cohérence. Absolument. Très bien. Et en Merci plus, beaucoup. Oui. excusez-moi, il y a aussi, c'est très très bien, c'est super intéressant, excuse-moi Emmanuel, il y a un canal de distribution en fait qu'on essaie de mettre de côté, je sais pas, c'est le digital aujourd'hui à Madagascar. Il y a de plus en plus en fait de livraison qui se fait, d'achat qui se fait en ligne. On le voit surtout sur Facebook aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui distribue directement, qui n'a aucun canal de distribution, on va dire, réel, physique, et tout se passe en ligne, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui commence à bien se développer à Madagascar, surtout à Tana, où, voilà, j'ai l'impression, enfin, pour nos produits, par exemple, et je sais il y a certaines grandes surfaces, je pense que Super U le fait déjà aussi, euh, présente cette livraison, en fait, la livraison à domicile, l'achat en ligne, etc. Donc, je pense que c'est intéressant de parler Et de ça. j'ajouterai un dernier canal qui existe partout, mais compte tenu finalement de la petitesse des marchés formels à Madagascar, c'est un canal qui parfois occupe une place plus importante dans les ventes et les résultats de certaines entreprises. C'est le canal événementiel avec tout ce qui est foire, salon, événements récurrents. Et en fait, il m'est arrivé de voir certaines marques très connues du grand public malgache dans les cosmétiques. Dans les cosmétiques, il y en a pas mal. Dans certains produits agroalimentaires, type le miel, ou qui réalisent des pourcentages très significatifs, approchant parfois les 50% de leur vente annuelle sur des approches strictement événementielles qui permettent par ailleurs d'établir un lien très direct avec le consommateur et parfois également d'aller convaincre les réseaux de distributeurs établis de la pertinence de l'offre. J'ai retenu un chiffre, c'est les 10% de la grande distribution. Euh, c'est extrêmement faible. Euh, Est-ce que c'est un chiffre, Bertrand Miangal? C'est quoi la tendance de ce chiffre? Est-ce que c'est un chiffre qui est plutôt en croissance? Comment vous voyez l'avenir sur ce réseau-là? Moi, je pense que c'est un chiffre tout à fait en croissance parce que avec toutes les enseignes aujourd'hui qui sont en train de refaire leur stratégie, qui sont en train de dynamiser le marché, je ne suis pas au courant aujourd'hui du nombre de magasins qui vont ouvrir dans les prochaines années, pour le cas de Super U, par exemple. Mais on sait que nous, en tant que fournisseurs, on sait qu'il y a de la perspective et que les Malgaches aujourd'hui faut pas oublier que les Malgaches sont plus soucieux aujourd'hui de leur alimentation, de leur mode de consommation et ils s'orientent de plus en plus vers les endroits où on vend des produits de qualité, là où la chaîne du froid est respectée, là où les produits ne sont pas tout le temps mis au soleil, voilà, qui respectent les normes et les conditions d'hygiène. Et donc voilà, nous, on garde espoir
sur le fait que ce chiffre sûrement va augmenter, ce qui va permettre aux futurs entrepreneurs de bien, analyser et de bien réussir leur étude de marché s'ils veulent se lancer dans un business pour ne pas uniquement se concentrer sur le marché traditionnel aujourd'hui. Parce que oui, sur le marché traditionnel, le nerf de la guerre, c'est quand même le prix. Ça, on peut le reconnaître que le consommateur, s'il va au marché, il va plus s'orienter sur le prix, mais vers la grande distribution, en fait, dans les magasins et dans les grandes surfaces ou dans les stations-service, ils sont plus, je veux dire, dans une position où ils achètent parce que le produit lui plaît et voilà, qu'il y a la qualité qui retrouve dans un produit tout ce qu'il recherche. Et donc, voilà un peu ma vision sur ce chiffre euh, annoncé tout à l'heure. L'évolution de ce chiffre. Bon, personnellement, moi, je connais pas suffisamment et j'ai pas suffisamment de vision pour me prononcer sur l'évolution et la vitesse d'évolution de ces taux-là. Par contre, je peux vous livrer mon expérience de pays comme le Mexique ou le Brésil, donc qui ont vu leur évolution commerciale un peu retardée par rapport à l'Europe, mais donc qui s'est produit un peu quand j'y étais. Il y a deux drivers majeurs, sachant que le troisième qu'a cité Myangal est très réel, et comme elle l'a cité très bien, je ne vais pas revenir dessus, c'est effectivement la maîtrise de la chaîne du froid, de la qualité et de l'hygiène. Mais les deux drivers principaux de la GMS pour ces pays d'Amérique latine que j'ai bien connus il y a une trentaine d'années, c'est la croissance de la classe moyenne. C'est-à-dire clairement, la GMS est une activité de classe moyenne et c'est la classe moyenne qui a voulu avoir beaucoup de choix, beaucoup de produits et pouvoir donc faire ses courses rapidement sous le même toit. C'est une démarche de classe moyenne, hein. À l'époque, les créateurs de la grande distribution, que je ne citerai pas parce que vous les connaissez tous, mais Trujillo en particulier disait, il disait, il faut une voiture en fait. Donc il faut un parking. Voilà, donc la classe moyenne, c'est la petite voiture et je vais faire mes courses. Ça, c'est le premier driver qui est plutôt un driver de consommation. Le deuxième, curieusement, et alors ça va étonner beaucoup de monde, c'est un driver de gouvernement, d'institution. C'est que le passage vers la GMS, c'est la formalisation du commerce. On a énormément d'impôts qui sont liés à la consommation. Je vais juste vous citer la TVA. Hein, dans les pays développés, si vous voulez avoir des ennuis avec le gouvernement, il suffit de ne pas payer votre TVA. À un moment, vous pouvez négocier sur l'impôt sur les sociétés, mais sur la TVA, vous négociez rien du tout. La TVA, c'est le sang de l'État. Et donc, la grande distribution et le grand commerce formalisé d'une manière générale, eh bien, ça permet de maîtriser la rentrée de TVA parce que ces gens-là, bah, ils payent leur TVA en sortie de caisse et ça ne se discute pas. Donc, c'est l'un des des drivers majeurs de la grande distribution dans tous les pays. C'est à un moment que le gouvernement s'aperçoit que s'il veut maîtriser ses impôts sur la consommation, il faut passer dans un commerce formel et il n'y a pas trop de meilleurs moyens que d'aller vers la GMS. C'est passionnant. Donc, encore un petit tips, je ne sais pas si vous l'avez tous entendu, mais si vous allez en grande distribution, il est fort probable que les gens qui vont acheter vos produits aient une voiture, ce qui limite sérieusement le nombre de clients que vous allez pouvoir toucher en grande distribution. Je vais rester sur ce thème encore 5-10 minutes de la grande distribution. Je profite bien sûr d'avoir deux entrepreneurs qui ont été et qui sont fortement présents en grande distribution. C'est suffisamment rare pour avoir envie d'en profiter. Et puis le point de vue du distributeur. Houssen disait modestement tout à l'heure qu'il commençait à être en grande distribution. Alors, on n'est pas sur un produit de masse, mais peut-être que le chiffre a évolué depuis la semaine dernière, mais j'avais en tête une vingtaine, voire 26 supermarchés et grandes surfaces qui vendaient les produits Malakas. C'est quand même pas rien, un peu partout dans Madagascar. Il me semble que au moins 3 ou 4 des grandes enseignes sont des distributeurs de Malakas. Concernant Myangal, dans tes précédentes expériences, tu as pu être un des poids lourds
des produits présents en grande distribution à Madagascar. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais il y a des ambitions, il y a des ambitions assez fortes. Je voudrais passer au crash test de l'entrepreneur et puis demander aux distributeurs d'écouter sérieusement et de relever les incohérences et d'apporter des précisions si besoin. Comment on fait? Comment on fait pour, quand on produit de la farine de manioc à Tuléar ou quand on produit du fromage ou des yaourts à Antsirabé, euh, comment on fait pour aller en grande distribution? Comment on s'organise? Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les étapes par lesquelles on passe? Quels sont les points de vigilance? Quelles sont les choses que vous avez découvertes au fur et à mesure des échanges? Est-ce que c'est vrai qu'ils payent à 60 jours? Est-ce que c'est vrai qu'ils vous font baisser vos marges? Est-ce que c'est vrai qu'il faut être assujetti à la TVA? Est-ce que c'est vrai que c'est important d'être en bas, d'être en haut plutôt qu'en bas? Voilà, qu'est-ce que vous avez appris sur ce parcours d'entrepreneur qui a tenté et réussi à être présent en grande distribution? Et j'espère que Bertrand pourra compléter et préciser. Alors, si je peux me permettre, je prends la parole en premier. Alors oui, c'est vrai on est présent aujourd'hui, hein, on parle du cas de Madagascar, on est présent aujourd'hui dans toutes les enseignes, plus de 30, plus de 130 supermarchés à Madagascar. Alors, à Madagascar, il s'avère que nous avons trois grosses enseignes, trois marques qui fonctionnent complètement différemment. C'est ça qui est juste passionnant. Les trois marques ouais, fonctionnent complètement différemment. Alors, dans un premier temps, comme je vous ai dit, il fallait en tant qu'entrepreneur connaître le positionnement de sa marque, c'est-à-dire qui est notre consommateur final, qui c'est qu'on veut viser, quel rayon on veut viser et à quel prix. En fait, il faut vraiment savoir, il faut s'armer de ces arguments pour aller toquer à la porte des grandes distributions. Alors ensuite, dès qu'on a ces trois éléments, les distributeurs, en fait, ils ont tous leur méthode, hein. Je vous ai dit, les trois ont leurs méthodes différentes. Euh, alors, en fait, il y a des acheteurs. Ils ont des acheteurs. Hein. Les acheteurs, ils ont plus de. Il faut savoir que les distributeurs, hein, c'est pas que le produit, le nouveau produit qui sort qui va les intéresser. Ils ont plus de 100 000 produits à gérer. Les acheteurs, même, en plus de 100 000 produits à gérer. Leur but est vraiment de faire évoluer leurs rayons, de faire évoluer leurs produits par rapport aux stratégies qu'ils ont. Donc, en fait, les acheteurs nous ouvrent les portes et à nous de les convaincre. Bien entendu, il ne faut pas les prendre comme des ennemis qui sont là pour casser nos prix, demander plus de marge, demander plus de tarifs. Enfin, moi, je le prends comme ça. L'objectif final, c'est que le produit, il tourne. Il tourne et l'objectif final, c'est d'atteindre le consommateur final et de créer un dialogue pour qu'ensemble, on atteigne le consommateur final et pour que notre produit il tourne. En fait, l'acheteur, son but, c'est ça, c'est d'acheter et de dire à son patron, bah, écoute, j'ai trouvé la pépite, c'est un produit qui va marcher en rayon. Et du coup, en fait, voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, arriver en rayon, le but, c'est pas de rester en rayon. OK, notre packaging est bien. Voilà, je pense que l'acheteur est très regardant sur ça, est très regardant sur le packaging qu'on offre, est très regardant sur le prix. Parce qu'il faut savoir que quand on sort un produit, on n'est pas les seuls. Moi, dans mon cas, dans la farine de manioc, chez Super U, par exemple, il y avait déjà beaucoup de farine de manioc. Et moi, j'arrive, OK, ma farine de manioc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez également la mettre en rayon? Alors, il faut avoir les arguments pour dire à l'acheteur pourquoi la farine peut se placer à côté de la farine déjà qui tourne chez eux et quel est l'avantage concurrentiel. Vraiment, il faut se baquer sur ces arguments quand on va voir un acheteur. Ensuite, en fait, quand on arrive en rayon, quand le produit est validé, il faut avoir une très très bonne logistique, une organisation logistique qui est juste parfaite parce que les grandes distributions, ils sont très regardants là-dessus. Quand ils commandent un produit, c'est comment ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a des enseignes qui veulent que ça soit livré en centrale, il y a des enseignes qui veulent que ça soit livré dans chaque magasin et que chaque magasin reste vraiment indépendant dans la commande. Donc, il faut avoir vraiment une compréhension de comment
doit se gérer la logistique. Ça, c'est très, très important pour le grand distributeur. Donc, une fois que voilà, on est OK sur la logistique, on est OK sur le rayon, il faut faire en sorte que le produit tourne en rayon. Comme je vous ai dit, le distributeur, lui, son but, c'est que le produit tourne. Là, la semaine dernière, je suis allé voir un distributeur, il m'a dit, écoute, Houssen, là, ça marche très bien. J'ai enlevé toutes les autres farines parce que la tienne est très attractif. Le produit et le packaging est très attractif, le produit est très attractif et ça tourne bien et on pense que c'est un produit qui plaît. Donc en fait, il faut faire très très attention à ça parce que c'est par rapport à ça, par rapport à notre packaging, par rapport à notre prix qui classe les produits en rayon. Plus notre produit est pas cher ou plus notre produit représente ne tourne pas, plus il va être mis vraiment, on va dire, hors de la vue du consommateur. Plus le produit est attirant, on va dire, niveau tarif, niveau packaging, plus ils vont le mettre au niveau du consommateur. Donc, en fait, vraiment, il faut jouer sur ça, il faut connaître son produit, il faut connaître son consommateur final. C'est vraiment essentiel. Et il faut aider la grande distribution. Comme je vous dis, le but, c'est de faire tourner le rayon. Il faut aider la grande distribution à faire connaître le produit au consommateur final, c'est-à-dire de faire des actions avec la grande distribution, c'est de faire des actions de dégustation, c'est de faire des actions de promotion du produit, c'est de faire des actions de présentation du produit pour que le produit tourne en rayon. Plus le produit va tourner en rayon, mieux le distributeur va le classer devant le consommateur et tout le monde, ça sera vraiment un partenariat win-win et pour le producteur et pour la grande distribution. Donc voilà, c'est vraiment ça les trois conseils que je dois donner avant d'aller voir un distributeur. Ayez tous les arguments, prix, avantages concurrentiels et qui est votre consommateur final. Et ensuite, il y a toutes les étapes que je ne vais pas vous le redire. Voilà, Merci Houssen. Et sans vouloir du coup orienter Miangal, je pense que sur la partie, au-delà de rentrer dans un réseau, le vécu dans le réseau, je pense que tu pourras nous donner pas mal de feedback. Juste en deux mots, Houssen, on a compris que c'était un ensemble, mais si tu devais résumer en deux mots la raison pour laquelle en quelques semaines, tu as réussi à faire rentrer ton produit en grande distrib et à le faire rester, ça serait quoi? Je pense que c'est, voilà, comme je vous ai dit, c'est un ensemble. C'est le produit qui est attractif, c'est l'histoire qu'on raconte qui est attractive, c'est-à-dire la marque aujourd'hui. Aujourd'hui, les grandes distributions mettent dans leur stratégie la distribution de produits locaux. Donc, ils sont en train de sourcer, et ça, c'est vraiment pour les gens qui nous écoutent, je pense, et pour vraiment développer ça ils sont en train de sourcer des produits locaux de qualité, des produits locaux qui peuvent toucher leurs consommateurs finaux. Donc aujourd'hui, on répond à tous ces critères. C'est pour ça qu'en quelques semaines, en quelques mois, on a réussi à être présent chez les trois grandes marques de Madagascar. Merci Houssen Miangal. Si tu veux compléter à la fois sur comment ton expérience de rentrée et puis peut-être ton expérience de faire vivre cette fois-ci peut-être pas le produit, mais la gamme. Et d'ailleurs, j'aurais une question sur, est-ce qu'on peut être monoproduit en grande distribution quand on a une marque? Et à mon avis, c'est non. Euh, comment on fait vivre la présence de la gamme dans un réseau? Houssen a déjà parlé tout à l'heure, en fait, il a parlé de la partie référencement qui est une des étapes les plus importantes quand on veut vendre en grande distribution. Houssen, tu as également parlé de l'importance d'aider les grandes enseignes euh, à ce que les produits aient une bonne rotation. Ça, c'est très important aussi. Moi, je voudrais juste rajouter le fait que le plus important pour moi, hein, une fois qu'on a intégré ce marché-là, c'est le fait de tisser aussi une relation avec les enseignes
parce que, comme Houssen a dit tout à l'heure, les grandes enseignes, en fait, ils ont des centaines de fournisseurs. Donc, nous, on arrive soit avec un produit ou soit avec une gamme. Il faudra sortir du lot. C'est-à-dire que si on ne veut pas on nous traite, je veux dire, de la manière la plus basique, il faut apporter une petite touche, en fait. Et ça se ressent je veux dire, dans tout le processus en fait de vente. Il faut faire en sorte d'avoir une bonne relation avec les magasins. Tout à l'heure, on a parlé d'approvisionnement, de logistique. Bah, tout ça, en fait, c'est compris dans le service qu'on offre si on veut commercialiser un produit dans les grandes enseignes. Je rajouterai aussi, euh, pour ma part, la notion de présence de gamme, en fait. Une fois que le référencement, par exemple, est activé, ça, c'est un conseil que je peux donner aux entrepreneurs. Il faut bien veiller à ce que, voilà, qu'on garde cette notion de présence de gamme, qu'on contacte tous les magasins, que, voilà, on ne perd pas le fil, en fait, de cette communication qui est vraiment très importante. Si jamais on a des ruptures ou si jamais on ne peut pas honorer les commandes, il faut prévenir, il faut tenir les acheteurs au courant. Comme ça, bah, ils vont toujours continuer à pousser votre produit. Même moi, pour le cas de la laiterie Mamienne aujourd'hui, nous, on n'a pas encore de merch merchandiser. C'est pas pour autant qu'on n'a pas triplé les ventes. Et je propose, j'ai mentionné des efforts que ces gens-là, ils comprennent quand on a des parts de clients ou on a des réclamations sur un produit. Ça aide dans le produit, de qualité que les gens recherchent. Et voilà, il n'y a vraiment pas de raison pour un entrepreneur de ne pas réussir la vente en grande distribution. Merci Miangal. Bah, comme d'habitude, il y a des faits et des croyances. On est passé au crash test. Quelle est la part de faits, quelle est la part de croyances euh, dans les discours entrepreneuriaux? Moi, je vais avoir du mal à rajouter des choses parce que là, on a deux entrepreneurs, un qui s'est lancé récemment et une directrice commerciale qui arrive dans un monde qui existe déjà, etc. Mais manifestement, ils ont compris à peu près parfaitement les tenants et les aboutissants. Évidemment, on n'est pas. En fait, on joue dans le même camp, on est pratiquement d'accord sur tout. Évidemment, on va s'accrocher de temps en temps sur la répartition de la valeur ajoutée, mais pour le reste, on est tous d'accord pour présenter des beaux produits. Et si j'essaye de faire une synthèse, tout le monde comprenne bien. La GMS, elle vend, parce que vous nous vendez les produits, et vous allez voir qu'on est ravis de les acheter. Ça sera mon deuxième thème. Le premier, pour bien comprendre, c'est que nous, on vend des magasins et on vend de la fréquentation. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des magasins qui sont confortables, agréables pour nos clients. Et c'est ça qu'on va, entre guillemets, vendre dans la relation, hein, parce que chacun doit avoir quelque chose à vendre, c'est de se créer d'avoir quelque chose à amener, si vous voulez, pour éviter le terme de mercantile. Mais voilà, nous, on amène nos magasins, on amène nos rayons, on amène l'ambiance qu'on a mis dans nos magasins. Et le résultat de tout ça, qui est parfois un peu surprenant d'ailleurs de temps en temps, c'est la fréquentation. C'est-à-dire que dans un supermarché, il y a 8000 clients par jour qui vont passer et ça vous fait 8000 chances de vendre votre produit. Et rien que ça peut être intéressant. Moi, je suis toujours surpris de voir que quand on entre un nouveau fournisseur PME, il est souvent assez désarçonné par le volume qui est lié essentiellement à la fréquentation. C'est-à-dire,
Houssen l'a très bien dit, un beau packaging cohérent avec le positionnement du produit. Si vous voulez être premium, bah, il faut un packaging qui soit premium, une belle qualité. Et puis derrière, le volume est là. Donc ça, c'est le côté mercantile un peu de la relation. Après, nous, distributeurs, on est très vulnérable aux belles histoires, entre guillemets. C'est-à-dire, comme on cherche de la cohérence marketing dans le positionnement, eh ben, Houssen l'a dit, Myangal l'a dit, il faut venir avec des arguments, il faut venir avec une histoire. Parce qu'on sait bien que le client final, au bout du bout, il achètera plus qu'un produit. Il achètera un service, il achètera une qualité, il achètera une histoire, il achètera une valeur globale qui n'est pas seulement un produit et son prix, et tout un ensemble de choses. Et plus ça sera cohérent, euh, euh, plus on aura, nous, de facilité à aider ce produit dans sa démarche, marketing. Je vais revenir un peu après sur, parce que là on parle beaucoup de grande distribution et finalement on pèse pas très très lourd dans la chose. Euh, je vais revenir sur une réflexion qui vient directement de l'expérience qu'on a nous avec certains fournisseurs, pas petits, hein, qui ont déjà une belle expérience de 10 à 15 ans de produits assez bien reconnus et qui viennent en GMS, je dirais, pour accélérer le volume. Et quand ils arrivent chez nous, eh bien, l'une des difficultés, c'est effectivement d'avoir une cohérence de prix. C'est-à-dire que, je ne vais pas citer de nom là, parce que ce que je vais raconter est très intime. On rencontre un fournisseur qui a une très jolie gamme, assez connue à Madagascar, qu'il a beaucoup distribué dans des magasins à sa propre enseigne, donc ses propres magasins. Ça pourrait être le cas de Myangal, mais ce n'est pas vous, rassurez-vous. Mais ça pourrait. Et on lui dit, bah, écoutez, nous, le problème, c'est que on a besoin, parce qu'on a des magasins qui ont un certain coût, parce qu'on a du personnel dedans, on a besoin d'un certain niveau de marge. Et franchement, on ne se voit pas proposer vos produits à un prix très différent de vos propres magasins. On serait dans un pays dans la grande distribution, dans lequel la grande distribution serait prépondérante. On aurait même dit, il faut qu'on vende moins cher que vous. Mais admettons qu'on vende au même prix pour rester cohérent ou avec une différence très faible. Et là, cet entrepreneur nous dit, mais oui, mais attendez, le problème, c'est que moi, j'ai une rentabilité dans mes propres magasins. Si je vous donne les X% dont vous avez besoin pour faire tourner vos magasins, eh bien, je vais finir par être en marge négative. On reviendra après sur les chiffres, hein, mais moi, j'ai une formation de. On a beaucoup parlé de marketing. Moi, il y a deux axes hein, dans ma réflexion depuis le début, c'est la finance et la gestion. Hein. C'est-à-dire que c'est très, très bien d'avoir un beau produit, une qualité, du marketing, etc. Mais à un moment, je ne connais pas d'entreprise qui peuvent perdre durablement de l'argent. Et même, il faut en gagner parce que derrière, il y a des investissements à faire, il y a des personnels à payer. Enfin bref, l'évolution, elle passe par le fait qu'on soit rentable et qu'on gagne de l'argent. Je ne vous ferai pas de débat sur les charges fixes et les charges variables, mais bon, quelque part, vous connaissez le schéma, et voilà. Donc, les gens viennent chez nous chercher du volume, et là, la grosse gêne, hein, le gros problème qu'avec beaucoup de transparence, ce producteur a mis sur la table, c'est bah, si je veux vous donner suffisamment de marge pour être au même prix, je vais perdre de l'argent. Et il faut que vous soyez tous conscients d'une chose, Houssen l'a dit, l'étude de marché, on est tous sûrs qu'un produit ressenti comme trop cher par le client ne fonctionnera pas. On en est tous persuadés, et on a raison. Ce dont on est moins persuadé, c'est qu'un produit ressenti comme pas assez cher ou mal positionné en prix, ce ne vendra pas très bien non plus. En fait, dans le cas présent, on a dit, ah bah, la solution, c'est d'augmenter le prix de vente de vos produits pour le consommateur final. Chez nous, parce que mécaniquement, on a besoin de ça comme marge pour vivre, et finalement chez vous, parce que le client, il est prêt à payer votre produit à ce prix-là. Alors, vraiment, j'ai bien fait de ne pas citer le nom, parce que là, mais dans les faits, ça a fonctionné de manière extrêmement efficace. On a un produit qui est devenu effectivement un peu plus cher, mais qui est cohérent en prix dans tous ses canaux de distribution et qui est ressenti comme le client au bon niveau de prix auquel il doit se vendre.
Alors ça, c'est juste une petite histoire, mais la leçon en synthèse qu'il faut avoir de tout ça, c'est vous allez utiliser pour votre produit des canaux de distribution très différents. Et dans votre raisonnement, positionnement de marché, il va falloir travailler une marge de production, une marge de distribution, qui va être le prix que vous êtes prêt à payer pour distribuer votre produit. Et j'ajouterais même, pour être assez technique et finalement assez complet, une marge du commerçant final, celui qui non seulement va distribuer votre produit, mais il va y rajouter une touche finale sur la base de ce que vous leur racontez comme histoire, car le distributeur ne sait pas créer des histoires. Nous ne sommes pas créateurs de produits. D'ailleurs, c'est un gros manque, hein. On a tous, pourquoi on adore visiter des usines, c'est parce qu'à un moment, on ressent tous ce manque de ne pas avoir été capable de créer quelque chose. Il n'y a qu'à voir comment les distributeurs ont adoré faire des MDD, et parce qu'à un moment, on avait envie de créer. Mais on est prêt à écouter ces histoires, on est prêt à visiter vos usines. Il faut que ça soit cohérent. Et derrière, eh bien, on sera votre meilleur soutien dans la démarche marketing que vous aurez vis-à-vis de votre produit. Merci beaucoup, Bertrand. Encore une fois, un conseil. Racontez vos histoires, faites visiter vos usines, parfois même vos champs, à des distributeurs qui, du coup, pourront relayer ces histoires. Un dernier point, puisque tu as parlé d'économie, et après, on va ouvrir et sortir un peu de la grande distribution. Et surtout, on va prendre quelques questions. On va revenir à des sujets d'intérêt des canaux, de cohérence entre eux et de qu'est-ce qu'on peut en attendre, de pourquoi on va sur tel canal. Il y a des canaux sur lesquels on va pour du volume, il y en a d'autres sur lesquels on va pour de la marge, il y en a d'autres sur lesquels on va pour de la notoriété. Euh, il y en a d'autres sur lesquels on va, on espère tous, pour avoir les trois, mais je crois que c'est assez rare. Euh, je reviens sur l'économie, Bertrand, et j'espère que tu pourras me répondre, et sinon je demanderai aux entrepreneurs de me faire part de leurs propres expériences. Comment ça marche la répartition de valeur entre un producteur et un distributeur? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il n'y en a pas? Je vais t'avouer honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Je n'en ai pas la moindre idée. Il faut qu'il y ait une répartition de la valeur créée, c'est certain. Il faut qu'elle permette à chaque entité de vivre et de se développer. Et donc, je crois qu'il n'y a absolument pas de règle. Je ne suis pas persuadé qu'on ait besoin d'être totalement transparent, même si un peu de transparence ne nuit pas. Euh, et puis, euh, et puis, il faut jouer le jeu honnêtement en se disant qu'en fait, on est dans la même équipe qui travaille. Alors, tout à l'heure, il y a quelque chose que je voulais rajouter et que j'avais entendu sonner dans la bouche d'Houssen et dans la bouche de Myangal. C'était finalement le respect du consommateur final. euh, il doit s'accompagner d'un respect sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, chacun a un travail à faire. Il faut qu'il le fasse bien. Et il faut que chacun soit, elle sera sans doute très différente entre un producteur, un agriculteur et un d'investissement assez différent. Je ne crois pas qu'il y ait de règle. La règle, c'est de se parler, de se dire quelles sont les problématiques. Alors, moi, j'ai adoré cette petite anecdote. On a fait, il y a pratiquement un an maintenant, un contrat de culture avec un ingénieur agronome qui souhaitait nous amener de la variété dans un produit, dans un légume qui est Madagascar, manque complètement de variété. Alors, si je dis légumes, vous allez essayer de choper dans ma question. Je ne vais pas le faire. Champignons, beaucoup d'endives et C'est bien, tu as tapé là où c'était pas exemple. très bien. Il y a d'autres exemples. Mais, et on fait un contrat de culture avec lui pour obtenir des variétés différentes. Et je recroise le monsieur en question 10 mois après, 11 mois après, mais dans un cadre tout à fait informel. Et le gars était, c'était touchant, il était assez désespéré. Et voilà, j'ai essayé de le faire cultiver, j'avais et il me dit, je ne sais pas, je ne sais pas comment le dire. On est dans un monde dans lequel la logistique est compliquée, l'agriculture est compliquée, il y a des
est tous capables d'entendre, j'espérais comme ça, comme ça, et je ne suis pas persuadé que Merci. Morgane, on sort de la grande distrib. Enfin, tu as le droit de continuer d'en parler, mais essayons d'avoir une approche un peu plus globale. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, alors aujourd'hui, il y a l'électricité et puis peut-être étonné par rapport à tes précédentes expériences. Bertrand a donné ce chiffre de 10%. Peut-être aujourd'hui donner, sans forcément révéler tous les secrets de l'entreprise, mais les principales tendances en termes de répartition sur les différents canaux de distribution, les contraintes et les opportunités de chacun de ces réseaux, ce que vous y attendez, et finalement les approches, la différence d'approche sur ces réseaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Est-ce que vous m'entendez à distance? On me signale qu'on a un problème de son. Oui, il y avait un problème de son, mais là, ça semble se rétablir, je pense. Excellent. Donc, on reprend, Yangal, encore une fois, sans dévoiler de secret. Aujourd'hui, la laiterie Mania est présente sur différents canaux de distribution avec quelques-uns qui lui sont propres. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et surtout dire dans ta stratégie d'entreprise, comment tu abordes chacun d'eux? Et je demanderai peut-être à Bertrand de compléter et de donner son point de vue sur la cohérence chacun de ces réseaux, la nécessité de cohérence. Est-ce que vous l'apercevez? Comment vous la traitez? Pour le cas de la laiterie mamienne, je vous ai expliqué tout à l'heure que la laiterie mamienne, en fait, a été créée par un entrepreneur qui a toujours vécu, lui, à Antsirabé. Donc, notre usine, en fait, est située à Antsirabé. Entre Antsirabé et Tana, il y a quand même une distance hein, pour la partie logistique et approvisionnement. Donc, pour faire la distribution de ces produits, comme j'ai dit tout à l'heure, on a commencé la distribution il y a 8 ans. Officiellement, les produits Mamiennes ont été mis sur le marché en 2015. Donc, ils ont commencé en fait à travailler le circuit traditionnel, c'est-à-dire avec des commerciaux freelance qui font du porte-à-porte, qui le font toujours actuellement. Donc, sur ce circuit, pour alimenter le circuit traditionnel, donc ces commerciaux freelance qu'on considère aujourd'hui comme étant des distributeurs font presque la moitié de notre chiffre d'affaires. Ensuite, nous avons des clients quand même que nous servons en direct, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas via les distributeurs, mais ils nous commandent directement. On a plusieurs grands hôtels qui nous commandent des produits régulièrement. Donc cette partie-là a fait en 2022, si je me rappelle bien, 11% de notre chiffre d'affaires. Ensuite, on a commencé à explorer le canal, à travailler avec les grandes enseignes des grandes surfaces, donc qui n'étaient pas du tout travaillées auparavant. Donc là, sur les 3 mois, si on regarde le chiffre d'affaires qu'on a réalisé sur l'année 2023, donc les grandes surfaces pèsent que 4,5% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, mais nous, on a l'ambition de passer bientôt à 15% à fin décembre 2024. Ensuite, on a les points de vente que je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, au début, on avait du mal à... Enfin, sûrement, on s'est demandé comment est-ce qu'on va distribuer des produits de qualité, des fromages, comment on va pouvoir prouver aux consommateurs finaux
voilà, on a là des produits de qualité parce que quand on voit, quand même aujourd'hui, hein, on le voit dans les fromages aussi bien que dans les yaourts. Euh, Ceux qui se vendent le plus aujourd'hui sur le marché malgache, c'est les yaourts maison ou c'est les fromages de fabrication artisanale parce que on a la moitié en fait de la production laitière du bassin laitier d'un Tirabé qui partent aujourd'hui sur le secteur informel. C'est pas, on se dit oui, voilà, il y a des grands acteurs sur le marché des produits laitiers, mais si on fait le split, enfin le dispatch des litrages de lait qui partent aujourd'hui sur tel ou tel canot, on se retrouve que le marché informel pèse encore beaucoup dans la balance. Donc, c'est ça, en fait, qu'on essaie de travailler aujourd'hui au sein de la laiterie mamienne, que il y a toute une chaîne de valeur, en fait, qui va venir et vous allez avoir la chance de découvrir toutes les innovations qu'on va mettre en place cette année avec notre avec Monsieur Serge, qui lui est un entrepreneur très ambitieux, et bien évidemment avec l'aide de Miracap aussi pour tous nos futurs projets. Mais voilà, il va falloir vraiment se distinguer de ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Donc, je reviens un peu sur cette notion de voilà, la laiterie mamienne aujourd'hui est encore, si on va dire, le canal, là où on est le plus présent, reste quand même ce circuit traditionnel, mais on envisage vraiment d'aller un peu plus en profondeur sur les autres canaux, là où on a trouvé des partenaires qui sont prêts à, à raconter notre histoire avec tous les plus nouveaux produits qu'on va lancer et des produits qui seront voilà, des produits de qualité avec aussi un service de qualité. On y travaille. Si, même question pour Houssen. Aujourd'hui, le poids relatif, bon, Houssen démarre, hein, mais le poids relatif, et quels sont tes autres canaux de distribution pour la tasse? Alors, est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Très bien. Oui. D'accord, ok. Alors oui, voilà, moi je démarre. Ça fait que 6 mois aujourd'hui que nous sommes, et encore, non, ça fait moins de 6 mois que nous sommes chez les dans la grande surface, on va dire. Ça représente pour nous la plus grosse partie de notre chiffre d'affaires, contrairement à la laiterie maminienne. Et nous, comme on est aujourd'hui en démarrage, on a un produit, en fait, certes, on produit de la farine, mais c'est une farine qui est faite à base de manioc, qui n'est pas certes connue par le consommateur final encore. Une toute nouvelle marque qui est en train de commencer une très belle histoire et voilà, un produit qui n'est pas encore connu. Donc nous, on se focalise plus aujourd'hui, hein, je vais juste introduire sur ça, on se focalise aujourd'hui plus sur la grande distribution parce qu'on se dit, OK, c'est là que nos consommateurs arrivent. On vise vraiment les consommateurs de la grande distribution. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, on va se focaliser sur la grande distribution. Donc voilà, ça c'est notre première stratégie. Il est vrai qu'il y a beaucoup à Madagascar, il y a d'autres canaux, hein, comme je vous ai parlé, je ne sais pas si on en parle, c'est le B2B, c'est-à-dire s'adresser directement à une entreprise qui a les mêmes valeurs que la nôtre, hein, ça veut dire une entreprise qui a une grande entreprise qui a les mêmes valeurs et qui utilise notre produit comme intrant. Donc voilà, ça peut être pour nous, pour le cas de la farine, ça peut être une pâtisserie industrielle qui partagent les mêmes valeurs que les nôtres et on se dit, OK, on sort sur le marché un produit commun avec ta farine et nous avec notre expérience de pâtissier. Donc voilà, ça peut être ce canal-là, le marché B2B, les professionnels. Après, nous, ça va être plus comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure, et c'est très, très intéressant, il y a des distributeurs aujourd'hui qui vont nous aider à communiquer sur notre notoriété. Par exemple, aujourd'hui, il y a de plus en plus de nous, hein, c'est notre positionnement de notre produit. Il y a de plus en plus de magasins aujourd'hui qui sont spécialisés dans le Vita Malagas. Il y a de plus en plus de magasins qui favorisent uniquement le Vita Malagas.
que les produits du terroir local. Par exemple, au Dive Garden, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un magasin qui est spécialisé que dans le Vitamalagas. Eux, il va nous aider à vraiment à véhiculer notre marque, notre image de marque et notre notoriété. Donc, on a ce créneau-là, les boutiques spécialisées. À Tuléar, on en a une aussi qui est spécialisée vraiment dans tout ce qui est local, dans tout ce qui est. Donc voilà, eux c'est les boutiques, on va dire, spécialisées. Et ensuite, on a le traditionnel retail qu'on n'a pas parlé. C'est vraiment les magasins alimentaires. À Madagascar, on est habitué. C'est vrai que Bertrand l'a dit tout à l'heure, on commence, bon, pas à Tana, mais en province. Madagascar, c'est aussi les provinces. En province, ici, on n'est pas habitué à aller en supermarché. C'est uniquement la classe, les CSP+, la classe supérieure qui va en supermarché. Mais il faut savoir qu'il y a tout ce qui est traditionnel retail, c'est-à-dire tous les magasins alimentaires, toutes les épiceries alimentaires, dans notre cas, dans l'alimentation, qui sont là et qui sont là pour faire du volume. Et nous aussi, on s'adresse à tous ces magasins-là pour distribuer notre produit. Ça fait vraiment en fait, eux, pareil, il faut les accompagner. Alors, eux, ils fonctionnent chacun a leur méthode différente de communiquer. Eux, ils veulent qu'on les aide à avoir plusieurs affiches dans leur boutique, à l'extérieur de leur boutique, pour attirer, et parce que leur but aussi, c'est de vendre, c'est de prendre de la marge, etc. Donc, il y a tout le traditionnel retail qui est très, très important à Madagascar. Mianga l'a dit tout à l'heure, c'est le marché informel. C'est très, très important encore à Madagascar et qui représente un gros volume. Mais il faut savoir vraiment les aborder, quoi. Je crois que certaines marques malgaches bien connues ont même proposé de les repeindre intégralement, parfois avec succès. Oui, voilà, c'est ça, oui. Bien connu et ça a bien marché. À quand des épiceries à Tuléar repeintes aux couleurs de Malakas? Ah oui, j'espère bientôt. Merci, Houssen. Donc, on l'a compris, il y a plusieurs canaux de distribution, parmi lesquels celui qui tire vers les classes moyennes, la formalisation, une certaine forme de récurrence également, même un contact régulier avec le client. On l'espère, un réseau qui va être GMS. Ceci étant, les volumes sont ailleurs, les gros volumes en tout cas, et notamment quand on est en province. Donc, ceci étant, les volumes sont ailleurs. Ce qui peut tenter les entrepreneurs, les producteurs à adopter une extrême diversification de leurs canaux de distribution, à vouloir faire un peu de tout. Bertrand, tout à l'heure, tu parlais de la nécessité de rester cohérent. Est-ce que tu veux en dire un mot? Est-ce que tu peux développer un petit peu les risques de vouloir finalement d'aller un petit peu partout et les points de vigilance à avoir en tête quand on décide d'aller partout ou quand on n'a pas le choix? Moi, j'y vois pas spécialement de risque dans une île aussi vaste et sur des marchés, je dirais, aussi structurés ou aussi déstructurés. Je crois que il faut déterminer quel est son client final et quelle relation on veut avec son client final. Et après, tous les moyens et tous les canaux de distribution qui permettent d'y arriver, je dirais, trouvent leur justification et sont parfaitement honorables. Là où il faut effectivement rester cohérent, c'est se donner les moyens je dirais, dans la stratification de la création de valeur, de rémunérer chacun des canaux en proportion de ce qu'ils sont capables d'amener Myangel le disait, dans le fait de raconter l'histoire, de diffuser l'histoire et les valeurs du produit. Donc, c'est toute l'histoire de la distribution différenciée, c'est-à-dire on peut estimer à un moment que son produit ne doit pas être distribué dans ce canal de distribution parce qu'il ne sera pas valorisé. Mais tout dépend des produits. Alors, tout à l'heure, je voulais interroger Houssen parce que j'avais l'impression qu'à ton niveau, au Malakas, tu es quand même rentré, au moins chez nous, à un moment, par deux endroits différents, me semblait-il, et qu'en fait, tu nous avais vendu le produit Malakas en gros sac pour fabriquer de la viennoiserie. Enfin, j'avais entendu parler d'un financier à la farine de manioc.
qu'on m'a même fait goûter d'ailleurs à un moment et que j'avais trouvé plutôt bon. Et puis, donc après, il y a la vente de détail de farine de manioc. Donc, en fait, même dans une même boutique, il y a déjà deux manières d'entrer et diffuser son produit qui peuvent être différentes. Alors, c'est vous dire si les canaux de distribution, il peut y en avoir beaucoup. Je pense que c'est vraiment par la bonne connaissance de l'adéquation entre le client et le produit qu'on va choisir ou ne pas choisir certains canaux de distribution. Mais je ne crois pas qu'il y ait des bons et des mauvais. Ils sont tous bons dans la mesure où on les utilise bien. Bon, merci Bertrand, très clair. Vas-y, tu veux ajouter quelque chose, Oussem? Oui, non, merci. Non, non, merci. C'est ça, oui. On est rentré par deux canaux parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le professionnel et il y a le consommateur, le grand public, quoi. Donc là, je suis rentré dans le canal professionnel, c'est-à-dire que je me suis adressé à vos pâtisseries. Donc, c'était vraiment une relation B2B, de professionnel à professionnel. On allait sortir un produit final. Et là, c'était vraiment, quand je suis rentré dans la grande distribution, c'était pour atteindre le consommateur final. Et merci Bertrand d'avoir fait Et d'ailleurs, je me demande si tout à l'heure, je demandais à Houssen quel avait été son argument clé pour rentrer en distribution. Pour bien connaître Houssen depuis quelques années, je sais que quand la porte est tout juste entrouverte, il passe par la fenêtre. Il y a aussi la détermination. Il y a aussi la capacité à voir où sont les ouvertures et à aller prendre les meilleures quand celles qu'on imaginait au début ne sont pas forcément complètement ouvertes. Juste une petite réflexion qu'on fait assez régulièrement dans ces masterclass. J'ai insisté lourdement lors de la dernière masterclass sur le passage à l'échelle et je me suis fait un petit peu rembrouer avec une expression très cash. Hein. Quand vous ne gagnez pas assez d'argent, c'est que votre produit n'est pas bon. C'est-à-dire quand vous n'arrivez pas à avoir suffisamment de marge, sauf si ça fait partie de votre stratégie, c'est-à-dire si vous avez une stratégie de très fort volume à faible marge, on est dans la stratégie, mais ça veut dire que les volumes doivent être très élevés. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, ni les volumes ni la marge, c'est peut-être qu'il y a une problématique sur la qualité du produit ou, et je reprends ce que disait Bertrand tout à l'heure, ou sur la connaissance du consommateur et sur la capacité, sur la perception du consommateur de la qualité de son produit et la capacité à payer pour redresser vos marges. Là, on parle de réseau de distribution. Aller en distribution, ça veut dire consentir à une diminution de ses marges euh, qui est, qui est beaucoup plus visible que celle à laquelle on consent lorsque l'on monte son propre réseau de boutiques et que l'on vend à son propre prix, mais qui est parfois légèrement inférieur, en fait, puisque quand on monte son propre réseau de distribution, on vend probablement ses produits plus chers avec des marges variables plus élevées, mais on se tape des investissements et des coûts fixes qui font que la marge nette, à la fin, elle est fortement rognée. Donc, je crois que la connaissance de son produit, la connaissance de ses marges et de son modèle économique et la connaissance de son client final ont l'air d'être des basiques communs à tous ces circuits de distribution. Oui, certainement. Et même le contrôleur de gestion que j'étais il y a 30 ans te dirait qu'une connaissance assez fine de l'articulation de ces coûts de production entre fixes et variables va aussi te donner une partie de la solution. Si tu as des frais fixes importants, il faut aller chercher du volume pour arriver à les écraser. Si l'essentiel de tes coûts sont du variable, tu peux peut-être être un peu plus qualitatif et choisir des modes de distribution différents. Là-dessus, il n'y a pas de règle, sauf celle que tu viens d'évoquer, c'est la connaissance assez fine de ce qu'on fait. Et aussi en matière de chiffres, c'est-à-dire raconter l'histoire et le marketing et faire exister le produit en tant que valeur, c'est super important. Mais derrière, il faut aussi avoir, alors c'est peut-être pas la même personne qui fait, parce que c'est peut-être pas la même forme de cerveau, mais il faut quelqu'un qui maîtrise parfaitement la structure économique de production et de distribution. Très clair, merci beaucoup. On a quelques questions. On a fait un bon tour d'horizon. On va se donner une dizaine de minutes pour conclure. On a quelques questions qui arrivent sur le chat que je ne vois pas parce que j'ai les yeux déclinants en fin de matinée. On parle de vente en ligne à Madagascar. Alors, je ne sais pas si on a des spécialistes du sujet aujourd'hui. Il se trouve que côté Miracap, on l'est un tout petit peu puisqu'on est investisseur chez supermarché.mg. La question, c'est la vente en ligne à Madagascar se fait-elle majoritairement à partir des différentes marketplaces, comme Facebook par exemple,
ou via le site e-commerce de la marque concernée. Comment fonctionne en un. Nyangal et Houssen, vous avez des expériences sur la vente en ligne de vos produits? La Alors, vente. moi, ah, pardon, vas-y, Miangal, honneur. Aujourd'hui, la vente en ligne des produits Mamienne, en fait, est gérée par un de nos distributeurs, hein. On ne fait pas de vente en ligne. Alors, c'est idem pour nous. On travaille avec supermarché.mg qui est vraiment une plateforme qui est top. Et aussi sur Facebook, hein, on peut dire vente en ligne. On fait des ventes directes, c'est-à-dire que sur la messagerie Facebook, on peut nous demander de nous livrer. Donc, en fait, on se connecte directement à notre partenaire distributeur qui ensuite fera la livraison. Je pense qu'il y a une notion de paiement dans la question. Bien entendu, pour une vente en ligne, c'est des consommateurs qu'on ne connaît pas et aujourd'hui, avec le digital, c'est très dangereux. Donc, moi, mon conseil serait d'abord d'encaisser et ensuite de livrer et pas de faire l'inverse parce que c'est très dangereux aujourd'hui de faire l'inverse, surtout à Madagascar. Voilà. C'est clair. Bertrand, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un arbitrage en distribution entre marque import et marque locale? Est-ce qu'il y a un souhait de votre côté, en tout cas, d'aller vers de la marque locale et dans quel cas de figure, finalement, on arbitre et comment? Alors nous, on a un positionnement extrêmement clair là-dessus, qui est le fait d'être une enseigne de territoire. Alors ça, je vais être obligé de rentrer un peu dans le détail, mais Super U ou U Express à Madagascar n'est pas une enseigne intégrée multinationale, elle appartient à un entrepreneur malgache, et donc en ça, c'est une enseigne de territoire. Ce qu'on souhaite, c'est le développement du territoire. Donc on aura toujours tendance à travailler localement pour une raison qui est toute bête, c'est que le développement d'un entrepreneur local qui s'appelle Malakas ou la laiterie Mamienne, j'ai failli l'appeler Miangal, je suis sûr que Serge n'aurait pas tellement apprécié. Euh, c'est la personnalisation, ça en finit par personnaliser les industriels. Mais le développement Vous du, pouvez couper cette partie-là au montage. oui. Le développement de la laiterie, enfin de l'industriel local et de l'activité locale, elle va provoquer la création d'une classe moyenne qui va travailler pour cette laiterie. Et donc, nous, en tant que distributeurs, c'est ce qu'on appelle de nos voeux. Alors après, et puis sur une base plus globale de macroéconomie, l'import, il est sans doute nécessaire, mais il a ses limites parce qu'il finit par euh, déséquilibrer la balance commerciale globale et tout ça n'est favorable à personne. Alors, nous, on fait de l'import parce que, en tant qu'enseigne et en tant que coopérateur de la coopérative U, je suis bien placé pour l'avoir dirigée pendant une douzaine d'années. On a mis énormément d'efforts et de travail dans nos produits U. Donc, on voudrait essayer de ne pas s'en passer. Maintenant, on voudrait aussi pousser du local parce que quelque part, c'est économiquement la bonne moyenne. Alors, nous, aujourd'hui, on est à peu près sur 70-30 en termes de répartition de volume, 70. Alors là aussi, le local, il est un peu délicat parce que qu'est-ce qu'on appelle local? Nous, quand je dis 70-30, c'est les produits qu'on achète localement. Mais il y en a quand même un certain nombre qui sont importés par d'autres. Et même si on va à l'extrême, il y a un certain nombre de produits industriels qui sont aussi fabriqués avec des matières premières qui viennent, qui viennent de l'étranger parce que la production n'existe pas à Madagascar. Donc c'est vrai que la farine de manioc, là on est à 100% sur un produit malgache. Sur la laiterie mamienne, on est à 100% sur presque 100%. Je ne sais pas si vous ajoutez un peu de fromage qui sont pas totalement malgaches, mais bon, le lait, il est quand même malgache. Tout totalement naturel, en revanche. Ah bah naturel, ça c'est autre chose, oui, j'espère. Mais voilà, donc il y a pas non plus de règles sur ces répartitions-là, mais nous, on est quand même très, très vigilants sur le fait que trop d'import finira par avoir un impact sur le territoire et nous, on est très vigilants sur le territoire. Excuse-moi, Emmanuel, mais je voyais une question qui m'intéressait beaucoup et qui m'avait l'air adressée directement à moi. Y a-t-il que les produits de qualité qui peuvent trouver place sur les rayons? Alors, je vais d'abord être violemment disruptif. Oui, il n'y a que des produits de qualité sur les rayons de Super U. Pour autant,
il va falloir s'entendre sur la notion de qualité. Je pense que dans votre question, on confond le produit premium et le produit de qualité. On a plein de produits de qualité qui ne sont pas classés premium. Dans la consommation, il y a de la place pour du premium, il y a de la place pour du médium et il y a de la place pour du premier prix, je dirais, plus rustique. Néanmoins, nous, on a un engagement de qualité vis-à-vis de nos produits, nos clients. Et donc, quelque part, dans nos rayons, il n'y a que des produits de qualité. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des produits premium. J'espère avoir répondu à la question. Tout à fait, je pense. Écoutez, on arrive à la fin de cette masterclass qui était passionnante comme elle s'annonçait, très franche également. Vous avez tous donné des chiffres, révélé des secrets. Je crois que tout le monde a compris que même quand on démarre à Tuléar il y a 6 mois, on peut rapidement, à condition d'être déterminé, cohérent, et de faire de la qualité, être référencé en grande distribution. Tout le monde a compris également qu'on n'était pas obligé d'être référencé en grande distribution pour construire un formidable succès marketing et commercial. J'ai été frappé la semaine dernière, je faisais une publication LinkedIn suite à ma participation à l'anniversaire et à la fête de fin d'année de la laiterie Manheim. J'ai été frappé par le nombre de commentaires de personnes dans toutes les régions de Madagascar, dans la diaspora, qui disaient je connais, j'achète. Et en fait, pour répondre à une remarque de quelqu'un que je ne vois plus d'ailleurs, était de dire oui, il faut être en grande distrib peut-être pour un succès d'estime. Je ne crois pas. Je crois que si on prend cet exemple-là, ou si on prend l'exemple d'autres marques malgaches bien connues qui n'ont pas attendu d'être en distribution pour construire des vraies notoriétés de marque et il faut se le dire, des vrais succès business. Je crois que ce n'est pas un must-do. Il faut y aller quand on est prêt. Il faut y aller quand on est prêt aussi à se formaliser, quand on est prêt à avoir les volumes, quand on est prêt à avoir la qualité, quand on est prêt à avoir l'infrastructure logistique et d'animation commerciale. Donc voilà, il y a de nombreux réseaux de distribution. Je laisse chacun de nos intervenants dire peut-être un mot de la fin sur le ressenti qui se dégage de cette participation ou sur un message clé pour nos auditeurs. Houssen, qui est à distance, si tu voulais synthétiser peut-être les nombreux apports que tu as eus, les choses que tu as apprises, et puis donner un message de fin à nos auditeurs. Oui, écoutez, merci beaucoup encore. Merci pour voilà, on est en train de clôturer pour dire un mot de la fin. Aujourd'hui, c'était comment vendre ses produits sur le marché malgache. Je dirais qu'il n'y a pas de technique. Ouais, il y a des conseils à prendre, mais il y a pas, c'est pas théorique. C'est pas OK, je vais suivre un plan et ça se passe comme ça. Il faut être vraiment au départ déterminé de son produit, c'est-à-dire connaître son produit et voilà, connaître son produit, qui c'est qu'on veut viser, quel consommateur final on veut viser, et ensuite toutes les portes s'ouvrent une fois qu'on est déterminé, une fois qu'on connaît son produit, une fois qu'on est déterminé pour attaquer un marché, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire comme conseil. Il n'y a pas de stratégie à avoir. Il faut juste présenter son produit comme il le faut et s'adresser au public qu'on souhaite viser. Et ensuite, en fait, il y a plein d'outils, plein de distributeurs qui nous ouvrent les portes pour atteindre le consommateur final. Voilà. Oui, je crois que ce que tu dis montre qu'il y a une stratégie à avoir et qu'elle est basée sur la qualité du produit, la maîtrise de ses marges et Oui, la voilà. connaissance. Mais c'est pas théorique, en fait. Merci. Nyangal? Tout d'abord, merci à toi, Emmanuel, d'avoir joué le rôle de facilitateur pour cette masterclass. Merci à toute l'équipe qui ont bien voulu faire l'organisation et les préparations. Merci à toi, Houssen, et à vous, Monsieur Cartes, d'avoir partagé les idées avec moi aujourd'hui. Ce fut un honneur. Pour terminer, je dirais, mon mot de la fin serait de dire que j'encourage les entrepreneurs, surtout les jeunes, hein,
à se lancer dans la création de projets, surtout si c'est à impact. Voilà, le marché malgache aujourd'hui a besoin de produits, de beaucoup plus de produits locaux de qualité. On a beaucoup parlé d'histoire tout à l'heure. Euh, pour moi, personnellement, j'estime que le succès sur le marché, si on parle de le marché de la grande distribution, ne doit pas être réservé uniquement aux grands acteurs de l'industrie et aux grands fournisseurs. Nous, les entrepreneurs, les entreprises de taille moyenne, voire même petites, on a aussi notre place dedans. Donc, il ne faut pas avoir peur des contraintes, hein, il y en aura toujours, mais c'est ça en fait l'idée de ce genre de débat qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui les entrepreneurs aussi, moi je trouve que il faut que on puisse travailler un peu plus ensemble, faire preuve d'un peu plus de solidarité, de ne pas toujours se considérer, voilà, on est concurrent sur un marché, mais on est en 2024 quand même, je pense que ça, c'était, je dirais pas ça, il y aura toujours ça, mais si on a la chance de travailler ensemble, de se partager les perspectives, voilà, on pourra créer une vraie valeur ajoutée pour le développement économique de notre cher pays. Merci. Bon, moi, j'ai pris un réel plaisir à participer. Alors, c'est vrai qu'on le disait avec Emmanuel, on n'est pas en live. Donc, on prend un réel plaisir un peu entre nous. C'est presque un private plaisir avec Houssen qu'on voit à l'image. Mais tous les gens qui nous ont occupés et écoutés ont dû entendre ce plaisir qu'on prenait à échanger des idées et à discuter. Bon, moi, j'ai beaucoup parlé de cohérence dès le début, donc je ne vais pas y revenir. En conclusion, je vous dirais que si on veut que ça se passe bien, le secret, c'est sans doute d'avoir tous les acteurs de la chaîne, commencer par le consommateur final vis-à-vis du produit et de son client, un respect exigeant pour tous les acteurs et tous les maillons de la chaîne. Et je vais développer 2 minutes la notion de respect exigeant. Le respect, je dirais, culturellement, dans la culture malgache, c'est pas un vrai problème, il est parfaitement présent, mais il doit être exigeant, c'est-à-dire, c'est pas un respect qui parfois pourrait être que de façade, c'est on se dit les choses, quand il y a des problèmes, on s'en parle, quand il y a des choses qui vont pas, on en discute et on cherche à trouver une solution. On est raisonnablement transparent, rationnel, rigoureux, et donc on est dans un respect exigeant de chacun des maillons de la chaîne. Et je pense que c'est l'un des facteurs qui peut amener à faire fonctionner de manière productive, quels que soient d'ailleurs les ou les canaux de distribution qui seront utilisés. C'était passionnant, merci beaucoup. Personnellement, ce que j'en retiens, c'est qu'on prend également beaucoup de plaisir à travailler avec des partenaires tels que vous et à pouvoir les solliciter pour ces partages d'expériences qui sont directs, qui sont riches, qui sont techniques, qui co-créent aussi de la valeur parce qu'on repart tous avec des apprentissages et des idées. J'espère que c'est le cas à distance. Moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point finalement, quand on se pose la question de la distribution, on introduit entre l'entreprise et son client un troisième acteur. Et donc finalement, à quel point le dialogue, qui était déjà indispensable entre l'entreprise et le client, le devient encore plus. Il devient en apparence un peu plus complexe, même si finalement l'introduction d'un intermédiaire qui est le distributeur peut parfois le rendre plus simple. Et en tout cas, la nécessité de ce dialogue qui passe par la compréhension, l'écoute, la mesure également, devient absolument indispensable. On en parlait avec Houssen hier en unité de pilotage. Je lui demandais si dans un mois, on pouvait avoir des indicateurs de mesure de la traction commerciale, de l'augmentation des ventes, ou en tout cas de l'intérêt des clients en supermarché. Je crois et j'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours naturel chez les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont régulièrement fiers de leurs produits, régulièrement
aux prises avec de nombreux problèmes en interne, avec leurs équipes, leurs fournisseurs, leur administration, les infrastructures, etc. Et parfois, ils oublient que parler le plus souvent possible à leurs clients, en commençant par les comprendre, est probablement un des leviers les plus forts euh, de la croissance de leurs ventes et de l'amélioration de leurs produits, et donc par effet d'itération de la croissance de leurs ventes. C'est ce que j'ai retenu un petit peu notamment de ce que Bertrand disait sur finalement tout se règle tant qu'on en parle. Voilà. Et de ce que Houssen disait sur la nécessité de connaître son client. Merci à tous. Les 2 prochaines sessions de masterclass s'annoncent passionnantes. On parlera le mois prochain d'agriculture avec des entrepreneurs du secteur et également, on l'espère, des institutionnels qui appuient et connaissent le secteur. Est-ce qu'on peut produire en agriculture des produits de qualité, gagner de l'argent et puis créer de belles histoires? On le peut, il n'y en a pas beaucoup. Donc on essaiera de mettre à l'honneur les facteurs clés de succès et les difficultés de ceux qui le font. Et puis aujourd'hui, on a parlé de marché local. Dans un mois, on parlera d'export. Et on se posera la question avec des entreprises locales qui sont allées à l'export et également avec des institutions des meilleures stratégies pour aller à l'export quand on produit à Madagascar. Voilà, c'était un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Encore merci de votre engagement, de votre bienveillance, de votre expertise. La masterclass sera rediffusée d'ores et déjà sur la chaîne Facebook du Startup Programme Mitsir et le sera d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube que je vous encourage vraiment à aller consulter. Ce n'est pas de la pub pour Miracap. Une des missions de Miracap, c'est de contribuer au développement d'un entrepreneuriat plus structuré, plus technique, plus ambitieux. Et ces masterclass jouent ce rôle à travers des sujets qu'on aborde avec cette volonté, cette exigence de donner des recettes à ceux qui souhaitent être plus techniques, plus structurés et plus ambitieux. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces rediffusions de masterclass sur la chaîne YouTube de Miracap.